Le Sénégal au travail après la prestation de serment du président nouvellement réélu. Le Sénégal au travail, on parle alors de développement durable. Avec une femme de développement, nous sommes dans le sillage du mois de mars, on peut le dire. C'est vrai que nous sommes dans la première semaine du mois d'avril. Mariam Sow, d'Enda Tiers-Monde, PCA d'Enda Tiers-Monde, et à la tête de Enda Pronat, directrice exécutive. Mariam Sow, femme de développement, les Sénégalais vous connaissent maintenant, surtout dans le milieu rural. Bienvenue sur ce plateau de Toute la Vérité. Merci, Pape. Oui, aujourd'hui, quand on sort d'une présidentielle et que le chef de l'État est reconduit à la tête du pays, vous qui êtes dans le développement durable, cela vous inspire quoi comme continuité? Bon, pour nous qui sommes dans le monde rural, avec les communautés locales, un président qui vient de terminer son mandat et qui renouvelle, moi, la première interpellation que je vais lui demander, et j'espère aussi que ça se fera, c'est la finalisation de la réforme foncière. Donc, c'est une préoccupation dès l'instant que c'est lui qui a entamé le processus. On est allé jusqu'au document de vision de politique foncière. On devait passer à la législation. Et là, il y a eu quand même une démarche participative qui a été conduite avec la société civile à travers le CRAFS et qui a, à un moment donné, aussi négocié avec la commission de réforme qui était là. Et il y a eu à peu près un consensus. Et on pense que ce document de politique foncière doit passer. Et en même temps aussi, il faut qu'on passe à la législation, c'est-à-dire mettre les garde-fous juridiques qui sécurisent les populations locales. Est-ce que ce n'est pas rangé aux oubliettes, ce document de réforme foncière au Sénégal? Bon, oui, je le crains. Mais je crois aussi que c'est une question fondamentale qui ne pourrait pas être rangée au niveau des oubliettes. Vu aujourd'hui la population du Sénégal, 14 ou 15 millions d'habitants, cette jeunesse qui cherche de l'emploi et l'ambition aussi au niveau des ODD, arriver à une souveraineté alimentaire, à se sécuriser, je ne pense pas que le foncier soit rangé, que la réforme soit rangée aux oubliettes. Il faut quand même essayer de réactualiser cela et de renforcer la vision agricole, la politique agricole de façon beaucoup plus durable, de façon beaucoup plus soutenue par nos politiques. Donc, à mon avis, le foncier ne doit pas... non. Mais voilà, si on fait un peu l'historique, c'est le président Macky Sall lui-même, vous venez de le dire, qui a enclenché ce processus. Il a mis sur pied une commission nationale de réforme foncière, à sa tête Moustapha Souran. Toute la société civile a contribué dans les réflexions pour pondre un rapport. Et même au niveau de la FAO, sur l'international, le Sénégal s'est enorgueilli de cette approche pour dire que toutes les forces vives de la nation, toute la société civile a contribué à la réforme foncière en gestation. Mais voilà, la réponse du chef de l'État, on la connaît. Il a tourné la page. C'est le cas de le dire, non? Non, je ne pense pas qu'il puisse tourner la page. Même s'il tourne la page, nous allons l'ouvrir. Parce que c'est une préoccupation fondamentale pour nous rassurer que ce foncier-là, il est là pour les Sénégalais. Il est là pour les générations futures. Il est là pour donner de l'emploi. Il est là pour aider les Sénégalais à cultiver et à nourrir les Sénégalais. Donc, dès l'instant que cet objectif-là est très clair, si il tourne la page, nous allons le pousser par des négociations, par des appels, en tout cas à réouvrir la page et à finaliser cette réforme foncière. Voilà, c'est nécessaire, il le faut.
Il le faut. Et quelles sont les urgences sur le plan foncier au Sénégal? On a le domaine national, on a la loi sur le foncier depuis Senghor, un tout petit peu des réformettes, en tout cas avec Abdoulaye Wade. Quelles sont les urgences sur le plan foncier aujourd'hui au Sénégal? Bon, sur le plan foncier, c'est vrai qu'on a la loi sur le domaine national, qui est vraiment une loi en termes de vision, en termes de nos valeurs, qui a son sens, mais qui, dans la mise en œuvre et dans l'exécution, ça n'a pas été achevé, il n'y a pas eu un suivi comme il le faut. Et du coup, ça a créé aussi des portes très néfastes au niveau de sa sécurisation. Donc, ça n'a pas fermé carrément la porte marchandisation. Maintenant, nous pensons, surtout avec la vision qu'il vient de sortir, que le Sénégal, le 4e axe de son prochain quinquennat, c'est l'agroécologie. Et l'agroécologie, aujourd'hui, c'est une alternative incontournable. On ne peut pas le dire et observer aussi son foncier, son capital foncier, le mettre à la merci des multinationales, des gens qui ne cherchent que de la production, qui ne cherchent pas à redonner la vie à la terre, qui ne cherchent pas à gérer l'environnement, qui ne cherchent pas à gérer la nappe phréatique, donc qui vont mettre du tout et qui cherchent des devises et qui vont encore traire nos ressources jusqu'à la dernière goutte et partir. Donc si on prône l'agroécologie, c'est formidable, c'est bien, mais cette vision agroécologique qu'il porte ne peut pas aller sans maîtriser, sans aider les populations locales à maîtriser la gouvernance de cette ressource fondamentale qui est le foncier. Oui, l'agroécologie, cette approche qui veut qu'on exploite les terres, mais qu'on préserve les avantages pour les générations futures. Mais il le dit théoriquement, le président de la République, est-ce que ça ne va pas finir comme l'histoire des réformes foncières, l'agroécologique sur le plan politique, mais sur le terrain, on voit que les multinationales sont toujours présentes et... Je ne pense pas que ça puisse passer comme ça. Nous, Enda Tiers-Monde, si je prends le cas d'Enda, qui depuis les années 70, 72, est en train, en tout cas, d'informer, de sensibiliser sur la dégradation de l'environnement, de faire attention à cet environnement-là, parce que si on ne le soigne pas, si on ne l'entretient pas, ça va nous affecter. Ça affecte aujourd'hui la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Et c'est ça aussi, en dehors du carbone du gaz carbonique dont on parle au niveau des changements climatiques, au niveau de la pollution, mais nous avons aussi cette désertification qui est là, donc qui nous affecte avec des vents incroyables, avec aussi et même la mauvaise consommation, en essayant de se donner pour la monoculture, abandonner la diversification, on mange n'importe quoi, donc la santé humaine, la santé environnementale et animale se trouve détruite. Donc, à ce niveau-là, on a essayé, la société civile, les paysans, en tout cas, depuis quelques années, ne parlent que de cela. Expérimentent, font des choses, sensibilisent. Et ça donne quoi Mais sur le si terrain? aujourd'hui, le chef de l'État sort de sa propre bouche que son 4e axe est l'agroécologie, c'est sûr que nous allons saisir l'opportunité pour aider à donner... Pour vous, c'est un acquis? Oui, on va tout faire pour donner un contenu avec les Mais c'est la mode aussi, hein, c'est la tendance, parler de transition agroécologique dans le monde. L'actualité dans le monde, c'est l'actualité climatique aussi. Il y a des manifestations un peu partout. Pour être dans le sillage, le président de la République nous parle d'agroécologie, de transition agroécologique, mais ce n'est pas encore dans son agenda. Non, attends. Il a dit que c'est le 4e axe. Nous, on le prend au mot. Il a dit que c'est son 4e axe. Pour le prochain quinquennat, il va mettre l'accent sur l'agroécologie. C'est vrai qu'il s'est orienté vers l'agroforesterie. On ne dit pas non. Mais les acteurs, les militants,
les praticiens de l'agroécologie, que sont les paysans, les scientifiques, la société civile, nous allons aussi nous lever pour utiliser cette opportunité et donner un contenu valable à cette agroécologie-là au Sénégal et même au Sahel, qui est une alternative, je dis encore, incontournable. Il faut y aller, il faut foncer, il faut le faire. Une agroécologie qui respecte la santé humaine, qui respecte la santé animale et qui sécurise les générations futures. Nous n'avons pas le droit. On nous a légué des ressources, on les a déjà bousillées en partie, mais je crois que et c'est ça qui a fait que la jeunesse européenne s'est levée pour dire aux adultes, arrêtez, ça suffit. Nous aussi, on pense à nos fils. Pendant ce temps, on parlait des Italiens, il y a les Espagnols également qui s'installent de plus en plus dans les Niayes même. Là où le président de la République avait parlé il y a quelques mois d'une restitution des terres données à Filfili, on note l'arrivée d'Espagnols. C'est pas paradoxal? Oui, ça fait quand même un peu... C'est un peu contradictoire. Aujourd'hui, j'ai parlé tantôt de l'équilibre alimentaire. Donc cette Niayes qui va de la grande Niayes jusqu'au Gandiol, qui aujourd'hui, en tout cas, a sécurisé, a aidé à équilibrer l'alimentation des Sénégalais dans la production des légumes sur toute leur diversité. Effectivement, là on trouve qu'elle est offensée par la sécheresse au niveau des bas-fonds. Et je crois aussi que ça va augmenter parce que vu l'augmentation de la population de Dakar, il a fallu aussi démultiplier des forages dans cette zone, surtout dans ma zone que j'aime beaucoup, Bayar, dans la zone de Bayar où il y a quand même plusieurs forages, plus aussi les industries qui existent. Donc là, on a des inquiétudes pour la fuite de la nappe phréatique. Et en ce moment-là, le maraîchage risque de tourner en dérision. Non seulement le foncier part, mais aussi si la nappe phréatique fuit aussi, c'est autre chose. Donc il y a de quoi à revoir un peu, et c'est à ce niveau aussi où la réforme foncière doit être achevée, où la politique agricole doit être aussi mise sur les rails. C'est-à-dire, c'est avoir une vision qui crée une agriculture de richesse dans le monde rural, qui crée de l'emploi pour que aussi que les villes arrêtent de se gonfler au détriment du monde rural. Ok. Ni terre, ni eau, donc la fin de la culture maraîchère dans les Niayes et moins de fruits pour les Dakarois, globalement pour les Sénégalais. Mais il y en a aussi qui font ces reproches à l'encontre du monde paysan. Là où le paysan sénégalais essaie de cultiver 6 hectares au moins ou 5 hectares, pourquoi pas se concentrer sur un seul hectare et varier les produits sur un seul hectare et puis avoir des rendements meilleurs? Oui, tout ça, ça dépend du système. Dans les Niayes, c'est très rare de trouver un maraîcher qui a 1 hectare de maraîchage. Donc, c'est de petites portions que les gens ont et où ils font des cultures intensives de légumes. Mais ce n'est pas le cas sur toute l'étendue du territoire. Au niveau des cultures pluviales, pour l'arachide, pour le sorgho, là, et les effectivement, et les céréales, là, les gens font de grandes cultures pour aussi subvenir aux besoins. Et s'ils ne font pas de grandes cultures... Avec de petits rendements. Oui, mais parce que la terre... Vous pouvez avoir les mêmes rendements au lieu de vous saigner les 4 veines pour couvrir 4 hectares ou 6 hectares, mais vous concentrez sur un seul hectare. Non, attends, Pape, c'est pas ça. C'est là où l'agroécologie est importante. C'est là où l'agroécologie est intéressante. Parce que les 6 hectares que le paysan a, n'oublie pas que ce sont des hectares, si on prend dans le bassin arachidier, qui ont quand même servi à produire fortement de l'arachide. Et où la terre ne vit plus. Il n'y a pas d'apport en matière organique qui redonne la vie à la terre.
on met les engrais et les engrais continuent à lessiver ces terres-là. Donc du coup, si le paysan n'a pas une superficie assez importante, avec l'irrégularité des pluies, il risque de ne pas s'en sortir. Maintenant, si on va progressivement vers une démarche agroécologique, ça permet effectivement d'aller vers une diversification des activités, en essayant aussi de continuer à avoir un peu le rôle de l'élevage autour de ça, en essayant aussi de réserver quelques parties pour reboiser, pour produire aussi des arbres et pour produire d'autres espèces, et en essayant aussi de donner un apport organique à la terre pour que la terre puisse donner. Là où aussi, dans des zones où il y a de l'eau, c'est repenser, là peut-être effectivement, ces cultures-là peuvent bien marcher parce qu'il y a de l'eau, mais il faut qu'il y ait une politique de l'eau pour mettre de l'eau à la disposition de ces paysans-là. Et en même temps aussi, tout ça, ça doit aller avec une volonté politique en termes de formation. Donc il faut aussi que les jeunes soient aussi formés sur cette thématique. Et une fois qu'ils ont une formation, avec une gouvernance pour remettre aussi la terre aux Sénégalais, c'est là où je vais peut-être attaquer mes amis paysans, mes parents. C'est aussi mettre la terre à la disposition des jeunes Sénégalais qui ont des moyens et qui veulent aussi cultiver. Ça aussi, il faut aussi... Si vous n'avez pas les moyens d'exploiter vos périmètres, laissez les autres la place. Non, c'est pas une question de les exploiter. C'est pas une question de laisser les autres la place. De leur laisser la place pour une exploitation. Exactement, c'est arriver aussi que l'État trouve des mécanismes de financement adaptés. S'il y a des jeunes qui sont formés... L'État a beaucoup aménagé des terres dans le nord, notamment durant ces 7 dernières années, non? Ah, c'est là où on attend le président. Sur les aménagements des terres de la vallée du fleuve Sénégal, c'est là où on l'attend. On sait que dans le delta, alhamdoulilah, il y a des terres qui sont assez aménagées, mais dans le département de Podor, autour de l'île Amorphile, avec le fleuve Sénégal qui passe, le Gayo qui passe, l'eau douillée qui passe, des terres fertiles. Maintenant, l'eau est régulée par les barrages. C'est là où on attend des aménagements pour que, effectivement, toutes ces routes qui vont se mettre autour de l'île Amorphile arrivent à accompagner les jeunes Sénégalais autour de ces terres, développer de la production et que ces routes puissent utiliser pour transporter la production. Déjà des efforts quand même ont été consentis. Oui, il y a des efforts, mais ça reste, ça je suis d'accord. Les routes c'est bien. Il y a pas mal de casiers. Mais, oui, il y a des casiers, mais ça reste beaucoup plus. Là où le Marocain devait prendre 10 000 hectares et les populations 2 000 hectares, on veut maintenant que toutes ces terres-là puissent être aménagées au profit des gens de cette communauté-là, au profit de la jeunesse. Il y a des jeunes qui sont originaires de cette région et qui sont au Gabon, qui sont un peu partout en Afrique centrale et qui ont envie de revenir. Si on parvient à les sécuriser autour de l'accès aux fonciers, autour des aménagements, ils vont revenir. Vous parlez peut-être de Djaïel, de Dodel et autres, de l'île Amorphile, mais si vous voulez que les Marocains ne viennent pas exploiter ces terres, il faut prendre les devants, il faut valoriser ces terres. Ces terres sont entre vos mains depuis très très longtemps et non valorisées. Non, attends. Ne dis pas ça. Ces terres sont entre nos mains depuis des années. Je suis d'accord. Mais n'oublions pas aussi, c'est les États, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Guinée, qui ont mis des ouvrages, qui ont modifié tout un système traditionnel qui était là, les crues, et qui permettait aux populations de mettre toutes ces terres-là en valeur. Il y a des mécanismes quand même pour ouvrir les barrages et permettre ces crues. Oui, mais là c'est des lâchers. Parce que maintenant on découvre que l'objectif des barrages, c'est justement produire de l'électricité. Oui, il faut se moderniser aussi. Oui, je suis d'accord. L'électricité est importante. Hein? Mais la modernité passe d'abord par le ventre plein. Il faut manger. Il faut se nourrir d'abord. Si on se nourrit, en ce moment-là, effectivement, la modernité vient avec cela.
Mais avoir l'électricité et sans avoir de la nourriture aussi, c'est pas bon. Ça, je crois que il y a les barrages, d'accord. L'eau est là durant toute la saison, d'accord. Mais quand on modifie un système traditionnel qui était là, que Dieu a mis en place, si on a osé changer tout ça, mais on doit aussi accompagner financièrement, c'est-à-dire aménager pour que l'eau puisse être à la portée de ces populations-là. Il y a plus ce système de crues et de décrues. Il y en naturel. a, mais c'est des lâchers organisés. Oui, de temps en temps, il y en a. Mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et puis les terres sont là et on dit que les terres ne sont pas cultivées, ça je ne cautionne pas. Comme le Nil a été un don de l'Égypte, les fleuves de Doué, oui, les fleuves du Sénégal représentent un don pour cette partie nord du pays. Donc vous voulez ces crues et décrues de manière naturelle? Oui, parce que ces crues et décrues, non seulement ils ont changé le système de production, mais en même temps aussi, il faut se mettre en tête au niveau de l'agroécologie, au niveau de l'écosystème dont le président parle. Ces terres-là sont en train d'être salinisées. Avec la brèche de Saint-Louis, donc il y a l'eau de la mer qui accélère son processus et au plein cœur du Fouta, dans l'île Amorphile, on trouve des zones salées. Salinisation provoquée par les barrages. Mais oui, si les crues ne viennent plus et que l'eau est dans un niveau qui est là, et avec l'embouchure qui est au niveau de Saint-Louis, il y a l'océan qui pénètre, qui avance. Mais effectivement, l'eau devient salée. C'est la même chose dans la zone des Niayes. C'est ce qui se passe à Fatick. S'il n'y a pas de pluie, s'il y a rareté de pluie, s'il n'y a pas de couvert végétal, s'il n'y a rien, les terres sont dénudées, il y a le soleil qui tape, il y a la nappe qui continue à fuir, mais naturellement, le sel sort. Et ça dérègle toute une mode de vie, toute une culture, et ça peut amener la famine même. Mais bien sûr. Et l'électricité simplement. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Non, je crois que non. Il faut équilibrer. Avec le solaire, moi je crois que, bon, je ne suis pas scientifique, je dis ça aussi avec des réserves. Mais à mon humble avis, vous avez besoin de l'eau du fleuve et des terres pour continuer, oui, à vivre comme au bon vieux temps, avec des exploitations. Ce n'est pas à vivre au bon vieux temps. À vous nourrir, en tout cas. On va nous nourrir en suivant aussi la modernité et l'évolution. Ok, c'est une question de dignité humaine. Aussi, ce n'est pas une agriculture de pauvres. C'est une agriculture noble qui mérite d'être accompagnée scientifiquement, qui mérite d'être accompagnée financièrement, qui mérite d'être accompagnée en termes de transformation. Là, il a parlé aussi de l'industrialisation du Sénégal. Oui, donc, on en parle, l'industrialisation et la transformation. Oui, dans la seconde partie de cette émission. En attendant, une courte pause pour... Merci de rester avec nous. Mariam Sow de Enda Tiers-Monde sur ce plateau. On a beaucoup parlé de nos sols, les terres du Sénégal. Mais vous n'avez pas employé le mot accaparement. Ça veut dire que ça s'est amélioré, que l'étau s'est desserré autour du paysan sénégalais. Il n'y a plus d'accaparement? Non, je ne peux pas dire qu'il n'y a plus d'accaparement. Mais je crois que aussi que les populations ont été sensibilisées, ont compris, là quand même on a fait ce travail-là. Et à chaque fois qu'il y a un phénomène, les gens se lèvent de leur propre initiative. Je crois qu'ils ont compris. Et autre chose aussi, l'accaparement, ça existe bel et bien. Parce qu'il y a des choses qui réagissent. La fois dernière, je lisais un peu dans le journal vers Nguyen, où on a donné plus de 150 hectares à une multinationale qui s'installe et qui dit, oui, c'est les conseillers qui ont donné. Mais les conseillers ont donné. Mais est-ce que la population a été avisée? Et c'est des éleveurs qui font leur réclamation. Et c'est pour cela que nous disons dans ce que la cas réforme... qu'est-ce que vous pouvez faire? Non, c'est pour cela qu'on dit que la réforme, elle doit être finalisée. Parce qu'au niveau de la réforme, les propositions que nous avons sorties, nous pensons que la loi sur le domaine national, elle n'est pas à éliminer. Mais est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que votre voix... Mais on va nous écouter. Parce que là, sur le terrain, ces populations, elles continuent de vendre des terres. Ces populations continuent d'utiliser des pesticides au niveau de leur périmètre. Est-ce que votre message passe?
notre message passe. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des Sénégalais, tout le monde, tant qu'il soit, est conscient que la santé humaine, elle est aujourd'hui très fragile et la fragilisation de cette santé humaine est due en partie à une mauvaise consommation. Donc on ne contrôle plus ce que nous consommons. Et en plus de cela, on ne contrôle plus l'environnement où nous vivons. On est encombré de partout de plastique. On est encombré partout des eaux usées, des moustiques. Donc on sait que cet environnement-là mérite autre chose. Et les autorités aussi, même si elles ne le font pas, elles sont conscientes. Elles savent bien qu'on doit revoir notre modèle de vie, notre cadre de vie, notre système de vie. Donc ça, c'est un travail. C'est un travail de prise de conscience. Et aujourd'hui, au niveau de la production, il y a des producteurs sensibilisés qui s'organisent. Si je prends l'exemple de la Fédération des producteurs bioécologistes, donc qui aujourd'hui se retrouvent dans un espace national en essayant de développer, d'innover des pratiques et produire autrement. Et qui cherchent même à vendre. Mais vendre là, ça devient problématique. Parce que aussi, si on n'investit pas sur nos marchés locaux pour valoriser notre système de commercialisation et arrêter aussi les importations. Mais l'État ne peut pas tout faire. Il faut de l'ingéniosité de la part du paysan. Après les récoltes, il a été accompagné dans la recherche des semences. Sur le plan scientifique, il a été accompagné, le paysan sénégalais. Mais pour commercialiser sa récolte, il lui faut quand même des efforts supplémentaires, non? Non, il fait des efforts. Il fait des efforts pour commercialiser. Et heureusement aussi qu'il y a des efforts au niveau de l'État en ce qui concerne les oignons. Le fait de réguler un peu la rentrée des oignons qui viennent de l'extérieur, c'est déjà bien. Mais aussi, comme les paysans font de pommes de terre, il faut arrêter aussi les surgelés dans les marchés sénégalais. Mais je crois aussi... Pour laisser les paysans jouer sur les prix et puis nous vendre ces pommes de terre à des coûts hors de portée de nos ménagères? Non. Ce n'est pas hors de portée. Ce serait des prix quand même... Vous savez bien, si on laisse ces producteurs avec les ménagères, ils vont... Non, pas. Les prix sont régulés. Il y a un ministère... Sérieusement? Oui. Il y a un ministère du commerce. Donc, il n'est pas permis de faire du n'importe quoi. Mais peut-être c'est là où j'interpelle un peu les privés sénégalais. Aujourd'hui, comment ils peuvent, au lieu d'aller toujours se positionner autour des terres, mais comment organiser aussi les paysans et produire plus, produire bien, que les privés aussi puissent s'installer sur l'autre chaîne au niveau des marchés. Je suis sûr et certain que les Auchan là, qui se sont installés, il y a des Sénégalais qui ont des moyens, qui ont des ressources. Ils n'ont qu'à sortir ces moyens-là et ces ressources et installer des marchés sénégalais, pour faire la même chose, organiser cela. Donc, il faut aussi que les privés acceptent de se positionner après la production. Oui, mais c'est une question de culture aussi. Hein. Ces producteurs, il y en a qui sont très riches. Hein. Les producteurs de pommes de terre, d'oignons, de mil, ils ont de belles caisses, hein, de très bonnes voitures, de belles villas. Mais là où ils vendent ces produits au marché là-bas du côté de Ndiob ou de je ne sais quoi, au niveau de tous les marchés, les étals restent les mêmes. Ça n'évolue pas, ils ne mettent pas d'efforts pour le marketing, rien du tout. Tu sais, les paysans que tu dis là, effectivement, il y a eu des moments où ces paysans pourraient faire, avec la réflexion, avec l'appui, avec un accompagnement, aller vers ça. Si je prends le cas toujours des Niayes, le maraîchage, c'est une activité qui a donné aux habitants des Niayes vraiment des possibilités énormes. Noto, c'est dans les Niayes aussi. Noto, c'est dans les Niayes. Oui, regardez le marché de Noto, ça n'évolue pas. Non, le marché de Noto... Et le jour où un Marocain ou un Espagnol ou un Français viendrait à Noto pour y mettre un supermarché extraordinaire avec des étals modernes, les gens crieront pour dire que voilà. Non.
Si un Marocain venait à Noto, cherche à installer un marché, cherche à racheter avec des prix négociés, avec des pourparlers très clairs, la production de Noto, la production des autres zones, et mettre ces produits-là dans un supermarché, mais les paysans ne vont pas refuser, non? Parce qu'ils savent aussi qu'autour de la chaîne, il peut y avoir quelqu'un d'autre. Un Sénégalais peut le faire, mais pourquoi pas aussi un Marocain, si vraiment. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est installer un supermarché, dire qu'on met des produits sénégalais en petite quantité et remplir le marché avec des produits qui nous viennent de l'extérieur. Oui, c'est clair. C'est clair. Donc, promouvoir les produits locaux. Mais oui. Et dans cette promotion des produits locaux, il y a pas mal de séminaires dans la sous-région pour dire que les Africains doivent consommer ce qu'ils produisent et produire ce qu'ils consomment. C'est la base du développement. Mais ça tarde surtout au niveau du Sénégal. Dans les pays voisins, ils sont en avance sur nous. Non, même au Sénégal aussi quand même, tant soit peu, il y a des avancées. Aujourd'hui, au niveau des céréales locales, le maïs, le milsouna, le niébé, donc au niveau des jus, quand même, il y a des industries rurales qui se développent de plus en plus. Et même ici à Dakar, il y a des petites entreprises qui mettent les céréales transformées à la disposition des consommateurs. Nous les consommons. Ah, en tout cas, nous les produisons et nous les consommons. Et je crois que si ça continue, ça veut dire qu'on les consomme. Notre bouillie est maintenant transformée et surtout consommée, surtout davantage par les toubabs que par nous. Oui, de plus en plus, effectivement, il y a les expatriés. Même les légumes sans pesticides et engrais que les producteurs de la zone des Niayes essayent de mettre sur le marché, comme ce n'est pas encore beaucoup, effectivement, c'est les expatriés, c'est les gens qui sont avertis, qui cherchent à les consommer. Il y a des efforts quand même à fournir dans ce domaine. Mais il y a des efforts à fournir. Pour une consommation locale. Pour une consommation locale, mais déjà, il y a quelque chose aussi qui se fait. Il y a des sensibilisations qui se font. Et je crois aussi que le personnel de santé doit aussi démultiplier la sensibilisation. Vous pouvez alors comprendre pourquoi dans les grandes surfaces, on ne voit pas trop nos produits. Parce que c'est une maladie sénégalaise que de croire que surtout, toujours en tout cas, que le meilleur produit est celui-là qui nous vient de l'extérieur. Non, les Sénégalais, je crois qu'ils ont compris. C'est une maladie. Non, je crois que c'est une maladie nationale, hein, de chez nous. Si je reviens encore au président, s'il parvient à affiner cette réflexion autour de l'agroécologie, parce que l'agroécologie, c'est améliorer aussi le cadre de vie. Ce n'est pas uniquement les arbres, hein. Non, c'est le monde rural qui en a besoin, mais l'urbain aussi en a besoin. C'est le consommateur qui en a besoin. C'est les bébés qui en ont besoin. C'est tout le milieu. C'est un projet de société qu'il a sorti là. Oui, même l'oignon, vous en avez parlé. Les Sénégalaises vous disent que l'oignon local regorge trop d'eau. Nous préférons l'oignon qui nous vient des Pays-Bas. Autre produit également, ce serait le même exemple. Tout le temps, le Sénégalais préfère le produit qui vient de l'extérieur. Comment procéder pour changer ce paradigme? Il est changeable et il change. Au niveau des oignons, par exemple, les oignons violets de Galmi qu'on produit ici. Effectivement, s'il y a accompagnement, information et sensibilisation avec des systèmes de faire de sorte que le paysan ne soit pas pressé pour récolter des oignons qui sont remplis d'eau, c'est sûr qu'il pourra améliorer son système de production. De la qualité d'abord? Oui, de la qualité. Au niveau de la production... Et le riz, l'exemple du riz, est-ce que le riz local a fini de prendre le dessus sur le riz importé? Même ce matin, avec ma fille, on a dépassé un magasin où c'est marqué commercialisation riz sénégalais. Au côté, il y a 10 magasins qui commercialisent du riz parfumé. Mais je te dis aussi que la plupart des Sénégalais aujourd'hui qui sont habitués à manger ce riz sénégalais-là, si tu le manges avec la digestion qui est facile, avec le goût, tu ne voudras plus manger le riz ombrella.
Donc, ça, c'est sûr. Donc, on peut avoir de l'espoir que le Sénégalais puisse changer de paradigme, exactement. Croire en ses propres produits. Mais bien sûr. Et, en ses concitoyens. Bien sûr. OK, le problème des semences, rapidement. Là également, on a beaucoup spéculé sur les semences en Afrique globalement. Mais les OGM nous attaquent et viennent de partout. L'État a ouvertement dit que voilà, qu'il va faire la promotion de ces OGM. Là, vous êtes impuissant face à cette politique. Bon, d'abord, ce que je voulais encore dire au niveau des semences, le système de distribution de semences qui se fait actuellement, je crois qu'il faut que l'État arrive à revoir un peu beaucoup plus les pratiques paysannes. Je sais que beaucoup de producteurs, en tout cas que je connais, parviennent à sécuriser à chaque campagne leurs propres semences de mil et d'arachide. Mais comme on a introduit la distribution des semences en milieu paysan, tout le monde continue à crier semences, 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 semences. Et or, en réalité, ces semences-là, Dieu seul sait. Mais je crois que si on poussait un peu à vérifier, si je prends le cas de Ibrahima, le maire de Dramé-Escale, qui dans sa pratique met toujours ses semences à sa disposition avec les paysans. Mais dans la distribution, reparlons de la distribution. Quand je dis vous, c'est vous des ONG globalement. Quelle politique pour faire face à ces OGM? Oui, moi, avant de parler des OGM, je dis d'abord c'est les semences que nous disposons. Oui. Il faut d'abord que ça soit amélioré, qu'on laisse le paysan aller avec ses semences. Et présentement, est-ce qu'il est permis... créer des relations avec lui, avec l'ISRA, ce qui se fait en termes de recherche. Est-ce qu'il est permis aujourd'hui aux paysans sénégalais de commercialiser ces semences ou de les distribuer lui-même? Non, même s'il ne distribue pas, même s'il ne vend pas, mais qu'il parvient à sécuriser, comme cela se faisait, ses propres semences à la veille de chaque campagne, qu'il puisse avoir sa liberté. En tout cas, on commence à en perdre des variétés. Voilà, on est en train de les chercher, elles vont revenir, on se bat. Maintenant, les OGM, vous avez parlé des OGM. En tout cas, nous, là, c'est la science qui nous tue et c'est la science aussi qui nous pousse. Si je dis nous, c'est les gens comme Mariam Sow qui ne sont pas scientifiques, mais qui les écoutent. Qui disent aujourd'hui cela est bien, mais qui reviennent encore demain pour nous dire non, il fallait faire comme ça. Les engrais aujourd'hui, c'est la science qui l'a mis à la disposition. Mais ce sont les mêmes scientifiques aussi qui nous ont montré, avec les pratiques, que les engrais seulement ne font pas. Peut-être que vous pouvez insister sur les conséquences. Il y a le cancer qui est là, qui avance. Je suis d'accord, mais tout ça, au lieu d'étudier ça au début, ils viennent, ils déversent. C'est eux aussi qui ont sorti cette question d'OGM. C'est des multinationales pour chercher à contrôler le monde. C'est eux qui nous ont dit ça. Hein? Et maintenant, ces OGM qui entraînent une dépendance, mais en même temps aussi qui renferment aussi des conséquences sanitaires. Et même si l'État les a approuvés, ils ont dit oui, mais il faut avoir les mécanismes de contrôle. Mais est-ce qu'on a les moyens de les contrôler? Donc ça veut dire que non, ce n'est pas la peine qu'on y rentre. On va le faire pendant quelques temps et on revient, on dit encore c'est les OGM. Donc c'est à nos scientifiques aussi de réfléchir sur la durabilité. C'est ça le développement durable. Oui. Il faut mettre et on comprend de vos dires qu'à travers vos dires que c'est clair. Il y a une guerre autour de la faim dans le monde et il faut être très alerte pour protéger sa propre population. Et c'est dommage, le temps est épuisé, mais un mot sur l'industrialisation dont fait état le président de la République. L'industrialisation, on dit OK. Mais aussi c'est une industrialisation organisée. Et l'exemple que je donne, le plaidoyer que je porte, c'est dans cette zone de Niaï, dans la zone de Diogo, d'Aroukoudous, où on exploite les phosphates. D'accord. Mais si on décide d'exploiter ces phosphates,
il faut qu'on ait un plan d'exploitation. À chaque fois qu'on enlève, qu'on remet la terre pour redonner aux populations. Mais en même temps aussi, qu'on y va progressivement pour ne pas tuer ces populations-là. Ça, je crois qu'il faut... Et ça, c'est valable au niveau de la zone aussi où il y a l'or. Toutes les zones qui ont de la matière première dans leur sous-sol, c'est bien, c'est pour les Sénégalais. Mais il faut avoir des normes d'exploitation qui ne détruisent pas l'environnement, qui ne remettent pas la santé des populations en cause, qui ne remettent pas les activités rurales, l'élevage, l'agriculture et les compensations dont on parle. Donner un paysan un hectare qui donnait 7 millions par année, qui lui donne, même si c'est 30 millions une seule fois, mais tu as oublié les générations futures. Tu l'as détruit pour de bon. Il faut qu'on regarde ce qu'on est en train de faire. Et c'est là où une industrialisation modérée s'impose. Avoir des industries au niveau de l'arachide, au niveau même de notre coton africain. Donc qu'on cherche à transformer nos matières premières et garder nos valeurs ajoutées, créer des richesses. C'est une question de dignité humaine, c'est une question de souveraineté alimentaire. Il faut protéger ces populations et ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Ici, la poule aux œufs d'or, c'est simplement la terre nourricière qu'il faudra sauvegarder pour les générations actuelles et les générations futures. La terre, mais surtout l'eau. Maîtriser cette eau. Mariam Sow, encore une fois, grand merci à vous. Et faire avancer l'agroécologie. Et faire avancer l'agroécologie. Une approche agroécologique adoubée par le monde entier présentement. Tout le monde retourne aux usages, à cette approche de nos grands-parents. Parce qu'on se rend compte... Scientifique aussi. Oui, on se rend compte que ça devient compliqué. Avec les pesticides, les maladies se démultiplient, les changements climatiques. Voilà, continuez la sensibilisation. Et on espère que les départements comme l'agriculture et l'environnement vous prêtent une oreille attentive. Et on aura un ministre de l'agroécologie ou en tout cas une direction forte sur l'agroécologie. Que ça ne soit pas un mot, Monsieur le Président, il faut le concrétiser. Carrément, un ministère de l'agroécologie au Sénégal. Un ministère de l'agroécologie au Sénégal ou une direction forte. Comme on dit qu'on ne peut pas faire beaucoup de ministres, mais il nous faut quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui pense à l'agroécologie et aux générations futures. Et qui y croit réellement. Et qui y croit réellement, qui est convaincu. Oui, oui, c'est son souhait. Disons que c'est votre plaidoyer. Voilà. Merci. À dimanche Merci beaucoup. pour un autre numéro. Prochain.